émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour, ravie de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à vous, Sabri Giroux. Vous êtes... bonjour Sabri déjà, avant quand même. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Mais je suis vraiment ravie de t'accueillir, suite aussi à cette magnifique conférence que tu as pu organiser en fait à Cuzy, un petit village pas très loin d'où j'habite, d'ailleurs de Saint-Offenge, donc à Cuzy. On s'intéresse à toi, Sabri Giroux, et notamment à un thème qui te tient particulièrement à cœur, qui est l'invisibilité de la Palestine, des Palestiniens. Comment tu dirais ? Oui, alors le thème, c'est cette... je m'intéresse à l'histoire. Et dans cette histoire contemporaine, on a parfois de grands éclairages sur certains aspects et puis sur d'autres des absences. Et puis effectivement une invisibilisation, un effacement de cette histoire, de ce territoire, et puis une invisibilisation du peuple de la Palestine. Alors en réponse en fait à cette thématique, tu as dirigé en fait un ouvrage réalisé en fait avec une 50aine d'experts pluridisciplinaires. On retrouve des historiens, des intellectuels, peut-être des auteurs, des journalistes. On verra ça dans la deuxième partie d'émission. Mais on va revenir peut-être déjà à toi. Pour savoir en connaître davantage, savoir qui tu es. Alors déjà, tu habites aujourd'hui en Palestine. Oui, j'habite en Palestine et depuis de longues années. Mon entrée en Palestine s'est faite à travers l'archéologie. Donc voilà. Donc tu es archéologue de formation. Une formation d'archéologue et puis un intérêt aussi pour le présent. Donc passé et présent sont deux sujets qui m'intéresse au plus haut point, et le temps est important, mais les gens qui traversent ces temps et les gens du présent sont les plus importants. Alors, tu es aussi responsable d'une agence spécialisée dans l'organisation de voyages culturels et solidaires en Palestine pour un tourisme responsable. Et on dit de toi artisan du voyage. Alors j'ai trouvé cette formule, cette expression très poétique. Qu'est-ce qu'on doit entendre à travers artisan du voyage ? Oui, artisan, j'aime bien cette formule. On l'évoque rarement. On parle d'un artisan, d'un menuisier, d'un charpentier, de quelqu'un qui travaille avec ses mains, qui fabrique un objet. Artisan parce qu'un voyage c'est prendre soin d'une découverte. Voyager c'est aller à la rencontre, et souvent dans un voyage en fait on ne fait que passer, que survoler, que s'arrêter à quelques clichés. Donc j'ai toujours tenu à faire que des voyages soit quelque chose de beaucoup plus fin, qu'ils soient à la fois la possibilité d'y découvrir des choses surprenantes en dehors des cartes postales, et en même temps de comprendre des cartes postales, de comprendre ce qui est très célèbre, ce qui est très fameux, et il y a beaucoup de choses en Palestine qui le sont, qui ont une renommée de très longue date, mais dont dont les visiteurs, pèlerins ou autres, ne s'attachent qu'à une partie. Et pour moi, c'est l'ensemble. Alors c'est vrai, on peut dire que si on est extérieur et si on a peu de connaissances en fait par rapport à la Palestine, on peut se dire que finalement c'est un lieu lié à l'histoire chrétienne. Le berceau. Alors on pourrait le dire comme ça. J'ai eu une formule récemment de personnes qui m'ont dit c'est formidable, Jérusalem c'est le berceau c'est le judaïsme, le cœur du catholicisme. Et puis il passe un groupe de pèlerins
de l'Inde, du Kerala. Ce que j'allais dire, je me suis rendu compte que j'ai dit une connerie. Ça y est. Donc ils pouvaient eux-mêmes dire exactement la même chose. Jérusalem serait le cœur du christianisme indien. C'est aussi vrai et aussi faux. D'abord, une vie religieuse d'un lieu, c'est la vie qui est indigène. Les pèlerins, eh bien, il y a des mouvements de mode. Aujourd'hui, on prend facilement l'avion, donc c'est très facile d'aller faire un pèlerinage express ou un voyage express. On pense avoir fait le tour de ce que l'on souhaitait, des idées reçues, et puis on repart avec ces idées reçues en ayant survolé, en ayant vu quelques pierres. Et en fait, on n'a absolument rien vu. On aurait pu se suffire d'un joli livre avec de belles photographies. À mon avis, ça suffit. Donc, il faut aller plus loin. Et l'artisan, il a envie de donner plus de matière alors, pardon, je te coupe. Alors, oui. Pierre après pierre, finalement, c'est aussi ton travail avec ton agence de voyage de faire tomber les préjugés, de montrer d'une autre manière un territoire, des habitants. Oui, tout à fait. Donc, c'est véritablement partir à la rencontre, être surpris, prendre le bonheur d'un instant, d'un moment, d'un détail. Donc tout au long du voyage, tout au long d'une journée, c'est être surpris, avoir les yeux grands ouverts, l'occasion d'échanger, de discuter, d'écouter l'expérience des gens, d'écouter ce que eux ont envie de transmettre de leur terre. C'est voyager. Ce n'est pas partir avec ces idées et essayer de les confirmer sur le terrain, mais c'est être toujours à l'écoute. Les grands voyageurs souvent ne font que ça. C'est d'être à l'écoute. C'est en quelque sorte le vrai voyage. Aller à la rencontre aussi des habitants aussi et être à l'écoute de ce qu'ils nous offrent à voir, à entendre. Exactement. Et donc l'approche est différente. Elle doit être soignée, elle doit être à la fois préparée et à la fois pouvoir se saisir de chaque surprise, de moments, de choses que non prévues. Et puis on décide. Dans un voyage, il faut toujours être prêt à changer de route. Alors évidemment, il y a des cadres, il y a des choses dont on ne peut pas se détourner, changer d'itinéraire, mais il faut toujours avoir la possibilité de s'attarder et voire d'annuler une petite visite qu'on avait prévue, mais parce que on est tellement bien là où on est, dans le moment que l'on vit avec les gens avec qui on est, eh bien, faut profiter de l'instant moment-là, présent qui est précieux. D'ailleurs, je suis toujours assez, c'est pas admirative, mais mais j'ai pas le mot. Voilà, je suis toujours en admiration ou en je vais pas trouver le mot. Ok. J'aime l'unicité en fait des moments. Je trouve ça toujours très précieux. Finalement, de se dire les moments qu'on vit là, comme celui-ci par exemple, c'est un moment unique que jamais personne pourra vivre à nouveau et qu'on pourra jamais vivre aussi. Que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et je trouve ça, je sais pas, moi je trouve ça fascinant. Je vais y arriver. Et effectivement, quand on a la chance de peut-être pouvoir rencontrer des personnes qu'on n'aura certainement jamais l'occasion peut-être de les revoir, je trouve prendre conscience que c'est un moment qui est d'une richesse absolue. Ça donne aussi l'ampleur de la beauté aussi du voyage et des rapports humains qu'on peut vivre. Oui, quand on visite la Palestine, on ne l'abandonne jamais. Généralement, on ne l'abandonne plus. Donc, on peut ne pas y retourner. Très souvent, on y retourne. Mais on en garde une trace profonde et le besoin de prolonger son voyage, de besoin de porter la cause
juste qui est porté par les Palestiniens. Donc c'est quelque chose. Un voyage transforme. Bien sûr. Un voyage transforme et un voyage, aussi définit le futur de chacun. Alors là, je me mets aussi à la place de tous les auditeurs qui nous écoutent. Certains doivent penser, dans le contexte actuel, est-ce qu'il est possible de faire un voyage en Palestine aujourd'hui ? Non, actuellement non. Actuellement non. Puisqu'il y a une impossibilité ou de très grandes difficultés à circuler. Donc ça fait d'un voyage, mais les voyageurs, Alors on peut aussi voyager à travers les livres, on peut voir aussi des images, c'est-à-dire que bien sûr il y a certains moments on peut se rendre sur place et c'est un précieux cadeau, et quand on peut pas le faire, en tout cas on a des choses qui nous permettent en tout cas d'aller à la rencontre d'un peuple, d'un territoire, et c'est aussi ce que vous avez fait avec votre livre, La Palestine en 50 portraits. Alors peut-être qu'on va marquer la première pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour parler de l'invisibilité de la Palestine avec cet ouvrage qui est absolument magnifique. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Nous sommes dans l'épicerie culturelle du territoire. On s'intéresse à vous, Sabri Giroux, et à votre ouvrage, La Palestine en 50 portraits. Que vous avez peut-être aussi écrit en réponse à un thème, à une thématique aussi qui vous tient à cœur, qui est l'invisibilité de la Palestine. Et on peut se dire, et qu'en est-il des Palestiniens ? Sabri Giroux, et si on parlait de cette invisibilité qui vous tient tant à cœur ? Voilà, la question de l'invisibilité est effectivement un des fils conducteurs, ou une des raisons d'être du livre. Raconter l'histoire millénaire, quand au 19e siècle, les chercheurs européens vont en Palestine. La Palestine est tout à fait identifiée géographiquement. Et puis, paradoxalement, ces chercheurs-là, archéologues britanniques, anglais, français et autres, ne s'intéressent pas véritablement à la population de la Palestine, aux habitants de la Palestine. Au mieux, ils peuvent voir dans certaines scènes l'évocation de scènes bibliques. Alors là, ça devient intéressant, juste à titre d'illustration, pas pour eux-mêmes, mais pas pour le champ étendu de l'histoire et de leur histoire et de leur patrimoine. Après 1948, on a un effet, donc on a une Palestine sans Palestiniens en quelque sorte, en tout cas sur le regard occidental. Après 1948, soudainement la Palestine disparaît des cartes, le territoire est complètement bouleversé politiquement, et les Palestiniens surgissent. Désormais, on commence à parler des Palestiniens, voire du problème palestinien. Les Palestiniens deviennent un problème. Un problème pour qui ? Je pose la question. Donc c'était pour moi important de raconter cette histoire-là. Donc là, on est vraiment en face de ce grand paradoxe finalement. Il n'y a pas de Palestine, il n'y a plus de Palestine, mais il y a les Palestiniens. Voilà, en fait, il y a une Palestine de longue date et des Palestiniens de longue date. Donc, il fallait rétablir ce point-là, et tout simplement, non pas comme une revendication. Voilà, les choses sont évidentes. Ensuite, les récits qu'on peut en faire sont très idéologiques, donc ne sont pas nécessairement importants. L'important pour l'historien, ce sont les sources, et c'est la recherche honnête des sociétés. Et effectivement, moi, cette volonté de placer, d'aborder cette histoire-là par des figures
voilà, de donner une visibilité. Aux Palestiniens, c'était de donner une visibilité à quelques figures choisies, des figures célèbres, comme des figures complètement anonymes ou connues seulement des chercheurs. C'était pour moi un bon moyen d'aborder l'histoire, de pas raconter toute l'histoire et tous ces épisodes, d'être uniquement dans une longue continuité d'événementiel, mais de montrer au contraire, à travers ces petites touches, ces petites entrées, petites ou grandes entrées, d'avoir un peu à la manière du peintre, finalement un tableau assez intéressant, assez insolite, qui puisse nous nourrir et qu'on puisse avoir, grâce à la participation d'auteurs, d'historiens pour beaucoup pertinents. Des journalistes, des chercheurs, des archéologues. En fait, il y a vraiment il y a un panel, des experts en différentes disciplines. Ce qui est important parce que, on sait très bien quand on écrit l'histoire, aujourd'hui, l'histoire s'écrit aussi à plusieurs mains. Donc la sensibilité d'un journaliste est différente de celle d'un ethnographe ou de celle d'un historien. Les analyses se complètent, elles ne se font pas concurrence, elles se complètent et donc elles enrichissent le tableau. Donc ça, c'était important aussi d'avoir donc cet aspect. C'est aussi des experts au niveau international, c'est-à-dire vous avez des Américains, quelle nationalité? Oui, il y a une douzaine de nationalités, des auteurs, des spécialistes, de gens éminents ou de gens dans différents centres de recherche. L'Institut français du Proche-Orient est assez bien représenté par ces chercheurs, mais il y en a encore beaucoup d'autres, des personnalités comme ça, Salim Tamari, qui est un grand historien palestinien, Elias Sambar. J'ai envie de vous poser une question que j'aurais dû vous poser déjà avant. C'était qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit je vais écrire un ouvrage, je vais rassembler toute une équipe de chercheurs, d'experts, et on va faire des portraits, on va redonner une visibilité à la Palestine, aux Palestiniens, donner un éclairage, cet éclairage en fait, cette reconnaissance finalement de figures palestinienne de la Palestine. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille un jour et parce que finalement, alors vous êtes dans les voyages, vous êtes en lien avec la Palestine, mais il y a quand même, on va dire, presque, je veux pas dire que c'est pas votre métier, mais vous sortez de votre quotidien finalement avec cet ouvrage-là, projet d'ouvrage. Ouais, c'est très juste. C'est le fait d'évoluer dans plusieurs mondes, d'avoir plusieurs centres d'intérêt, d'avoir plusieurs formations. J'ai rappelé tout à l'heure l'archéologie. C'est quelque chose, que je suis toujours plus ou moins de près, mais qui m'intéresse toujours beaucoup. Un pied dans la terre. À l'agriculture, il faut toujours avoir un œil paysan sur quel que soit le sujet. Et puis sur l'histoire contemporaine, donc c'est cette idée. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? C'est aussi le fait que je mentionnais. Vous avez souligné le terme d'artisan du voyage. L'artisan du voyage, c'est quelqu'un qui a des choses à raconter et surtout qui a raconté l'histoire des religions, qui a raconté l'histoire en fait. Un grand travail d'un accompagnateur de voyage, c'est quand même de parler de l'histoire, qu'elle soit actuelle, contemporaine ou ancienne. On passe son temps à raconter l'histoire et puis parfois on raconte aussi des histoires, des anecdotes, Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis, ayant évolué dans plusieurs milieux, je voyais aussi le grand écart entre des récits qui peuvent être très pauvres, très littéralistes, et la densité de la recherche. Donc, on a parfois un écueil entre le savoir qui va être réservé à quelques chercheurs spécialisés, et puis la transmission de ce savoir où un voyageur, un pèlerin qui irait en Palestine, à part une lecture des évangiles, ne reçoit pas nécessairement beaucoup plus
Et voilà. Moi, j'ai toujours été préoccupé par essayer de combler et de transmettre le plus possible. Alors, tout ça, il faut évidemment aussi vulgariser parce qu'on aborde énormément de sujets. Et un deuxième sujet qui m'a toujours... Oui, puisque s'il traverse le temps, en fait, vous traversez le temps avec... Voilà, on traverse le temps. Donc, ce temps-là, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est de le transmettre. Et vous avez mentionné tout à l'heure l'invisibilisation. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que dans cette histoire, il y a beaucoup de périodes comme ça qui sont invisibilisées. Tout soudainement, il n'y a pas de grande chaire universitaire qui s'intéresse à telle et telle période. Donc, il y a des grands moments de vide, tout simplement par manque d'intérêt sur les sujets. Tandis que d'autres périodes sont très prisées et parfois depuis très longtemps. Donc là, il y a une vraie tradition de recherche et on connaît bien certains sujets. Parfois, l'approche peut être biaisée aussi. En termes d'histoire, souvent des approches biaisées. Donc, ce sont des choses qui me préoccupent et qui me préoccupent aussi en lien avec mes activités. Transmettre quelque chose, c'est transmettre quelque chose de sérieux, quelque chose qui doit pas être qui doit stimuler. Mais qui a une profondeur et un historien, il est toujours dans une recherche de vérité, de donner le tableau le plus large possible, le plus complet possible, mais tout en sachant qu'un historien est toujours, moi j'ai toujours cette formule, lorsque l'historien trouve quelque chose, la meilleure chose qu'il puisse trouver, c'est une question. C'est-à-dire avoir la modestie de l'histoire, ce n'est pas une somme d'évidence. Auquel cas on met un point final à l'ouvrage écrit, c'est juste un commencement ou une continuité. On a envie de ça ouvre notre réflexion. Ça ouvre notre réflexion. Et donc à travers c'est comme ça ces 50 portraits, eh bien on a cet aspect-là parce qu'on a à la fois une ouverture sur beaucoup de périodes, sur des personnages, sur la micro-histoire, sur la grande histoire, sur des dirigeants comme sur des lettrés ou des paysans. Donc, on a une multitude d'histoires et on sait qu'à la fin, on n'a perçu qu'une petite partie de cette histoire. Donc, si j'entends bien aussi ce que vous dites, c'est que finalement, cette multitude, toutes ces histoires, en fait, vont nous permettre de relire l'histoire de la Palestine. Voilà, de relire l'histoire de la Palestine, de relire le patrimoine palestinien, son patrimoine historique, son patrimoine religieux qui est multiple. Je parle souvent de réformes religieuses. Des religions sont nées en Palestine, ont parfois décliné, se sont parfois réformées, transformées. Voilà, donc il y a eu toutes ces transformations, le plus souvent dans la multiplicité des courants. On a souvent un regard exclusif. Vous mentionnez tout à l'heure un regard, par exemple, catholique sur la Palestine. En fait, c'est pas catholique que je voulais dire, mais je me suis bien pris les pieds dans le tapis. Ou juif. Non, je voulais parler du christianisme, comme avec le Christ, le berceau du Christ. Voilà, berceau du Christ, berceau du judaïsme, berceau du yavisme, berceau d'un certain nombre de cultes, en fait, du marnisme à Gaza dans l'Antiquité. Enfin, on a tout un ensemble de cultes, mais souvent du samaritanisme. Donc de cultes qui sont différentes églises, différents courants. Il y a souvent des différences entre la côte et la montagne. La géographie est très variée et donc l'identité des lieux est parfois très variée. L'identité locale est souvent forte. Mais ce qui n'empêche pas une identité globale et d'appartenir à un monde culturel qui dépasse largement ce territoire-là pour s'étendre jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Syrie, qui est le bassin naturel de cette région. Les frontières ne sont que des frontières extrêmement contemporaines. Ok, je pensais concrètement, aujourd'hui ce livre est sorti au mois d'août, je crois.
Pour ceux qui veulent se le procurer, comment ça se passe ? Il est donc aux éditions Alors, il est édité Rive-Neuve. aux éditions Rive-Neuve, hein, donc il se trouve dans toutes les bonnes librairies en France. Donc la Palestine en 50 portraits. Absolument partout. Alors peut-être qu'on pourrait rentrer vraiment à l'intérieur de ce livre aussi en choisissant. Peut-être j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un portrait que vous pouvez peut-être choisir et nous raconter un peu, parce que finalement on a Hérode, Jésus, Mahmoud Darwish, voilà, Yasser Arafat. On a aussi des personnes connues, illustres comme des inconnus. Alors peut-être des inconnus aussi pour nous, connus pour d'autres. Voilà, si vous m'autorisez. Bien sûr, je vous autorise. C'est encore mieux. Alors je vais choisir des portraits insolites, mais ils sont assez nombreux. Peut-être que c'est bien de rappeler la richesse de l'histoire de Gaza en ce jour si grave. Il y a un personnage qui s'appelle Zacharie le Scolastique. Alors c'était un auteur, hein, on a des textes très importants de cet auteur. Il est originaire de Gaza, ou plus exactement de Mayouma. Mayouma, c'est le port de Gaza. À cette période-là, au 5e siècle, les habitants de Gaza, ville intérieure, donc à 3 kilomètres dans les terres, sont polythéistes et ont des dieux, donc les différentes divinités sémito-méditerranéennes. Hein. Le culte d'Apollon y est important, et d'autres comme le grand dieu Marnas de Gaza. Et ils vont conserver jusqu'au bout cette caractéristique et ces rituels jusqu'à devoir se convertir au christianisme. À 3 kilomètres de là, dans le port qui est le port de la ville, donc les gens circulent et ont des relations, ne sont pas des peuples étrangers. On adopte le christianisme très précocement dans le port de Gaza. C'est souvent, on sait bien que souvent, il y a toutes les religions, il y a le judaïsme y compris, en fait, se sont transmis par les marchands, très souvent par les marchands et les prêcheurs, qui autour de la Méditerranée circulent. Alors cet homme, Zacharie le Scolastique, il est issu d'une famille de notables. Il fait ses études dans la grande université d'Alexandrie de son époque. Alors il appartient au nouveau groupe chrétien qui sont assez virulents et qui s'attaquent notamment à quelques vieux professeurs qui ont le tort de conserver des rituels païens. Alors il nous raconte un certain nombre d'histoires. Et puis ensuite, il part pour Bérite. Bérite, c'est Beyrouth. C'est là où, au Proche-Orient, se trouve la grande université de droit de la région. Et donc, il fait son droit. Il devient juriste. Et ensuite, son ascension le mène à Constantinople, où il va exercer dans l'administration d'État, pour finir. Puis ensuite, être le biographe de Sévère d'Antioche, un des patriarcats les plus importants. Puis, il termine sa vie comme évêque de Mytilène. Ce récit est intéressant parce qu'il nous raconte plusieurs choses. Il nous raconte que ce monde-là circule, que les lettrés et les notables circulent. Les paysans, ils circulent pas beaucoup. Les paysans sont des sédentaires. Les paysans doivent tailler les oliviers l'hiver, doivent labourer. Ils circulent beaucoup moins, ou une circulation jusqu'aux villes les plus proches. Voilà le type de portrait qui était intéressant, parce que derrière tout ça, l'auteur qui a porté ce texte, Frédéric Alpi, a vraiment mis en avant, donné un éclairage sur cette période et sur les conflits, notamment les conflits entre les églises, puisqu'il y a plusieurs courants. Alors, on a aussi d'autres types de portraits plus contemporains. Là, par exemple, je tombe sur Yasser Murtaja. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Sûrement. Voilà.
L'œil de Gaza, donc un journaliste. Voilà. Bon, après, c'est aussi des histoires de vie, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu aussi qu'on avait... Yasser Mortajait, un photojournaliste assassiné en 2018, en avril 2018, lors de la grande marche du retour. Son collègue l'a été en 20 octobre 2023. Ça nous raconte, effectivement, sur cette question de l'assassinat régulier des journalistes. Hier est mort un journaliste à Ramallah. Les Palestiniens, et c'était doublement important de parler de ce journaliste-là. On parlait de l'invisibilisation. Et effectivement, un journaliste est là pour raconter, pour montrer avec les outils qu'il a en main, et notamment à travers la photographie et l'image, de raconter, de voir. Le journalisme comme l'historien sont là pour montrer des faits, pas pour commenter les faits, pour décrire ce qui se déroule. Alors, on va marquer la dernière pause musicale de notre émission, toujours en compagnie d'André Manoukian, et on se retrouve tout de suite après pour continuer cette émission passionnante, je trouve, autour de l'invisibilisation, j'ai retenu, de la Palestine, et non l'invisibilité. Alors peut-être qu'on pourra, il y a peut-être des nuances aussi, une nuance intéressante à voir. En tout cas, on écoute André Manoukian. On positive sur Radio Grand Lac 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre pour cette émission passionnante. On s'intéresse à vous, Sabri Giroux, directeur et coordinateur de l'ouvrage La Palestine en 50 portraits. Merci vraiment, Sabri, d'être venu dans cette émission nous parler de ce qui vous anime et de finalement d'être ce vecteur de communication aussi qui est aussi très important pour nous. Pour peut-être aussi évincer tous les préjugés qu'on peut avoir sur ce territoire et nous donner à relire, à voir la Palestine à travers 50 Palestiniens. Merci. Effectivement, et puis ce sont des différents auteurs, des spécialistes qui, c'est le fruit de travail, c'est le fruit de recherche. Et c'est important d'écouter les chercheurs. Parce que c'est ça, c'est des experts aussi, bien sûr, avant tout, qui finalement prennent la plume pour aussi décrire des... comment dirais-je Oui, et c'était important de s'appuyer sur des personnes capables à la fois de synthétiser certaines histoires, de les rendre accessibles et en même temps de questionner l'histoire à travers chacun des portraits. L'histoire, c'est l'histoire n'arrive pas comme une ligne finale de but en blanc. C'est un ensemble de parcelles qui font sens et qui nous racontent ces différentes périodes. En tout cas, moi j'ai déjà commencé à le lire et je redis à tous nos auditeurs, donc pour ceux qui veulent se le procurer, donc La Palestine en 50 portraits de Sabri Giroux aux éditions Rive Neuve, vous le trouvez en librairie ou vous le trouvez en librairie, vous le trouvez à Fipsouk de l'association du Philistin et vous donc c'est très il est présent et il donne cette visibilité dont on parle. Cette visibilité restitue les personnes dans leur histoire, là où on a généralement
là dont on les a généralement privés. Alors, Sabri Giroux, on va, comme on le fait dans cette émission, plus aussi maintenant s'intéresser, pour cette dernière partie, s'intéresser à vous, avec un questionnaire entre guillemets à la Proust. C'est un petit peu bon, mais en tout cas l'idée c'est quand même de mieux vous connaître dans ce que vous êtes, dans votre cœur d'humain. Alors je vous avais demandé de nous proposer, de nous montrer, en tout cas d'amener un objet qui vous représente, qui évoque votre construction personnelle. Alors bien sûr, vu l'objet, j'ai bien compris que c'était très compliqué de venir avec. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quel est cet objet qui vous représente ? J'ai pensé à une jarre. Et même une jarre peut-être fragmentée. Donc j'ai pas pu en rapporter les morceaux. Voilà, dans mes activités d'archéologue, j'ai souvent recollé les morceaux, essayé de reconstituer le puzzle d'une jarre. Et puis, une jarre raconte beaucoup de choses. Elle permet de dater, elle permet de raconter une histoire, un usage, d'identifier un lieu de service, un lieu de prestige. C'est aussi un contenu. C'est aussi un contenu, une multitude. On produit des jarres, et en Palestine de très longue date, des jarres pour l'huile d'olive, c'est un contenu précieux, des jarres pour le vin, et des jarres pour l'eau. Autrefois, dans les maisons palestiniennes, les jarres étaient même encastrées dans le mur à l'entrée, près de la porte d'entrée des maisons. Elles sont aussi les symboles de l'accueil. Chacun venant dans une maison ou passant près d'une maison, pouvait se servir et étancher sa soif. Ça, c'est un signe d'une civilisation et d'une culture de l'hospitalité qui est toujours présente. Sabri, un conseil qu'on a pu vous donner un jour et qui résonne encore aujourd'hui dans votre vie ? Un conseil. Je vais revenir sur le livre, mais le conseil était précieux. C'était une discussion, un échange avec Elias Sambar, qui était ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, et donc qui constatait que l'exercice que j'avais entrepris de préparer ce livre, de réunir 50 chercheurs dans des disciplines complètement différentes, était difficile parce qu'il fallait trouver une certaine harmonie à l'ensemble. Et son conseil a été le suivant, et je l'ai toujours bien gardé à l'esprit. C'était qu'un bon texte, il fallait absolument que tous les textes soient de bonne qualité, qu'un bon texte, qu'un mauvais texte pouvait tirer vers le bas la qualité et la pertinence de l'ouvrage, plus qu'un bon texte ne tirait vers le haut. Il suffisait d'un texte un peu bancal qui aurait donné moins de saveur à l'ouvrage. Alors, c'est un conseil que j'ai suivi. Très bien. Une citation marquante pour vous et qui vous touche. Une citation marquante. Alors aujourd'hui, on est à l'heure de l'Afrique du Sud. Le monde doit être à l'heure de l'Afrique du Sud. La Palestine est à l'heure de l'Afrique du Sud et beaucoup de monde le sont. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. C'était une citation de Desmond Tutu, qui était archevêque et militant d'Afrique du Sud contre l'apartheid, et qui engageait tout le monde à prendre position. On ne peut pas faire semblant, regarder les pires atrocités et se dire, ma foi, moi je n'y comprends rien. Tout le monde est dans la capacité de comprendre. Pour comprendre, il faut regarder les faits. Et à son niveau aussi, être artisan de paix ? Artisan de paix par la justice. Ok. Votre livre de chevet ? J'en ai plusieurs. Alors, choisissez-en un. J'en ai plusieurs.
Je vais en citer un qui n'est plus, qui n'est pas mon livre de chevet parce que en fait, je le prête. Je le prête. Je voudrais qu'il soit sur ma table de chevet, mais j'apprécie tellement que d'autres le lisent, que je le prête souvent. C'est un livre magnifique de Jacques Roumain, un auteur haïtien, qui s'appelle Le gouverneur de la rosée, et qui est une histoire sublime. Sublime. C'est un roman ? C'est un roman. Voilà, je le conseille. Je vais pas raconter l'histoire, mais qu'est-ce qui vous touche dans cet ouvrage ? Qu'est-ce qui me touche dans cet ouvrage ? C'est l'histoire, le parcours, le parcours d'un homme pauvre haïtien qui vit dans un village, qui va tenter de survivre en quittant, en allant sur une autre île. Et puis il revient chez lui 15 ans plus tard. Il n'a évidemment pas trouvé la richesse dans cette autre île. Il revient chez lui et il veut introduire l'irrigation, mais il va devoir affronter un certain nombre d'opposants qui ont intérêt à ce que finalement le pays ne se développe pas, puisque dans tous les cas ils en ont les manettes. Et il va affronter tout ça, et je vous laisse découvrir la suite, parce que un autre livre à lire alors, hein ? Un autre livre à lire. D'accord. Une personnalité ou une personne pour laquelle vous avez une certaine admiration, donc illustre ou pas connue. Il y en a tellement. Il y en a tellement. On pourrait extraire comme ça de l'ouvrage toute une série de personnages. Alors, en prenant un peu de distance. Je peux pas choisir. Vous pouvez pas choisir. Bon. Pourtant, j'aurais bien aimé quand même, mais ok. Et dans une sphère, on va dire, plus privée, parfois on a des figures comme ça qui nous servent de modèles, qui nous font avancer, qui nous donnent des éclairages sur aussi notre chemin, ce qu'on a envie. Ça peut être une grand-mère, un père. Oui. Alors, pour moi, me concernant, il y a aussi des amis chers, et un ami qui a été déterminant. Par rapport à ce qu'il a fait, dans mon parcours, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à mon parcours, il y a plusieurs personnes importantes. D'accord. Ce qui vous fait sourire en vous ? Ce qui me fait sourire, c'est difficile, hein. C'est difficile. Qu'est-ce qui me fait sourire ? Avec une certaine tendresse, hein, c'est ça ? Oui, avec une tendresse. Alors, j'ai échangé avec ma femme, elle me disait, mais tu sais, quand j'achète des sacs et des chaussures, alors je sortirai cette formule. Une action que vous avez faite et dont vous êtes fier aujourd'hui, ou qui représente bien qui vous êtes en fait, ce que vous êtes. L'action de transmettre, de passer, de faire le lien. C'est dans mes activités, quel que soit ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi, c'est de faire le lien, de mettre les gens en relation, donc créer des liens. Alors pour conclure, j'ai 2-3 questions. Qu'aimeriez-vous crier au monde ? Alors je l'avais écrit comme ça, je me suis dit non, c'est pas exactement ça que j'aimerais dire, ça serait plus... Ma question, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas passer sous silence ? Et en même temps, vous l'avez répondu, vous l'avez dit, peut-être aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut pas passer sous silence ? Aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est les plus grands crimes qui sont commis, et qui touchent le peuple palestinien. Selon le lieu où l'on se situe, on a une information, et dans d'autres lieux, on a un silence
un silence écrasant. Je garde toujours à l'esprit une formule d'un reporter de guerre polonais qui a exercé dans les années 70-80 et qui s'appelait Ryszard Kapuscinski, qui a écrit un très très beau livre, beaucoup de livres très intéressants, mais celui-ci notamment, Le Christ à la carabine, où il raconte ses expériences. Et il est toujours il parle de l'Amérique latine dans les années 70, à l'époque des juntes des juntes militaires et d'une propagande sévère. Et il dit, dans cette propagande, il voit deux choses dans la propagande. Il y voit ce qui est dit, mais surtout, il voit les moyens considérables qui sont mis par les outils médiatiques des juntes militaires à taire les faits, à ne pas en parler. Et c'est assez effrayant de voir que beaucoup des sujets concernant la Palestine aujourd'hui, passent sous silence. Elles sont du même ordre que ce que soulignait Ryszard Kapuscinski. Cette volonté d'invisibiliser des sujets, et donc quand vous invisibilisez des sujets, vous êtes obligé de remplir vos pages de journaux, de remplir vos journaux. À son époque, c'était des journaux du soir. Aujourd'hui, c'est des journaux qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc, de raconter des choses parfois banales, des choses secondaires, des choses inintéressantes, mais pour cacher tout ce que vous ne voulez pas dire. Dernière question. Si tout vous était possible, que feriez-vous pour le monde ? Voilà, c'est un projet. Que ferais-je pour le monde ? C'est l'accaparation du pouvoir, l'accaparement du pouvoir au détriment de la majorité. Un grand merci Sabri Giroux, puisque cette émission touche à sa fin. Merci d'être venu, merci pour votre engagement d'homme dans votre activité et dans la transmission. Pour celles et ceux qui veulent en tout cas en savoir plus sur vous, dans les réseaux sociaux, sur l'épicerie culturelle, on mettra de toute façon les informations, que ce soit concernant votre ouvrage et les ouvrages dont vous avez parlé aussi aujourd'hui, également concernant les coordonnées de votre agence de voyage solidaire et culturel qui s'appelle Diwan. Diwan, comme les écoles bretonnes. D'accord. Diwan Voyage. Diwan Voyage. Et pour ceux aussi et celles qui veulent réécouter l'émission, il y a un podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac que vous retrouverez d'ici 2-3 jours. C'est ça, Jean-Pierre ? 2-3 jours, il me dit oui, c'est ça. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, retrouvez la belle et douce et talentueuse Laura dans son émission Il y a de la joie. Parce que oui, la joie aussi se cultive dans toutes les situations finalement qu'on peut vivre. Il faut cultiver aussi ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon entre nous. Dans la vie. Un grand merci et on se dit dans 15 jours. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac.